En Algérie, le pouvoir d'État dans le viseur de l'armée. À l'approche de la présidentielle, l'ambition des militaires se dévoile de plus en plus. Le scrutin est prévu pour le 12 décembre prochain. Quatre travailleurs d'une mine en Afrique du Sud sont morts à la suite d'un effondrement. Les efforts des secours pour leur porter assistance n'ont pas prospéré. Le syndicat des mineurs du pays a rendu public un communiqué. Et puis, une fin peut-être tragique pour la prix Nobel de la paix Aung San Suu Kyi. Celle qui s'est longtemps battue pour la démocratie en Birmanie est accusée de génocide. Elle s'est dite prête à faire face à la Cour pénale internationale. Voilà pour le sommaire de ce journal. Merci de nous choisir pour vous informer. L'armée algérienne est de plus que jamais contrainte d'exercer le pouvoir au grand jour. En quête de se refaire une image, l'état-major a imposé une présidentielle du 12 décembre, pourtant massivement rejetée. Les analystes soupçonnent qu'elle retournera tirer les ficelles. L'armée algérienne s'est retrouvée en première ligne face à une contestation qu'elle a cru à tort pouvoir éteindre en somme en Bouteflika de démissionner, puis en incarcérant des symboles honnis de son régime. Dans les manifestations, le slogan « Armée et peuple sont frères » a été remplacé par « Les généraux à la poubelle ». Depuis l'indépendance en 1962, en effet, l'armée est un État dans l'État et la politique a toujours été une affaire de militaires, souligne un chercheur sur le Maghreb au Centre de recherche sociologique et politique de Paris. Mais satisfaire les revendications de la contestation n'est pas à l'ordre du jour des décideurs de l'armée. Preuve en est ce passage en force pour des présidentielles contestées par la majorité des Algériens selon la même source. En refusant toute concession au Irak, l'armée refuse de voir un processus de transition politique échapper à son contrôle, avec le risque d'une remise à plat d'un système en place depuis l'indépendance. Certains décèlent des fractures internes et des tensions très palpables qui expliquent l'urgence pour l'armée d'aller aux élections. Quant au président élu, il n'aura aucun pouvoir sur les grands dossiers. Il recevra des injonctions de l'état-major, parfois implicites, comme cela a toujours été le cas. En Côte d'Ivoire, c'est toujours le flou sur une éventuelle candidature du président Alassane Dramane Ouattara à la présidentielle de 2020. Ce week-end, au cours d'un meeting devant ses partisans à Yamoussoukro, le chef de l'État a maintenu le suspense. Les détails dans ce reportage. À moins d'un an de la prochaine élection présidentielle en Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara continue d'entretenir le doute autour de sa candidature. Lors d'un grand meeting du parti au pouvoir samedi à Yamoussoukro, ses supporters ont longuement scandé troisième en réclamant au président Alassane Ouattara de se présenter à un troisième mandat lors de la présidentielle d'octobre 2020. À cet appel de plusieurs dizaines de milliers de personnes qui ont assisté à ce rassemblement, le président ivoirien a subtilement répondu qu'il n'y aura aucune exclusion de candidats lors du scrutin, indiquant que lui-même n'est pas exclu. Officiellement, ce rassemblement à Yamoussoukro était une cérémonie d'hommage au président défunt Félix Houphouët-Boigny le jour de l'anniversaire de sa mort. Mais pour le parti du président Ouattara, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, il a également été l'occasion de montrer qu'il pouvait lui aussi mobiliser de nombreux militants, un peu plus d'un mois après le géant meeting organisé en octobre par le PDCI, dirigé par l'ex-président Henri Konan Bédié. Le président Alassane Ouattara a affirmé à plusieurs reprises qu'il annoncerait la décision sur sa candidature en 2020. Il estime avoir le droit de se représenter en raison d'un changement de constitution en 2016, ce que l'opposition conteste. Et au Togo, par contre, pas de suspense. Faure Gnassingbé devrait être candidat pour un 4e mandat. La prochaine élection présidentielle se tiendra le 22 février prochain. L'annonce a été faite à travers un décret pris cette semaine par l'exécutif. C'est désormais connu, c'est le 22 février prochain que les Togolais iront aux urnes pour désigner leur président. Si aucun des candidats n'obtient une majorité à plus de 51%, un second tour sera organisé.
Ce serait la première fois que le pays organise un second tour de présidentielle après une réforme constitutionnelle qui a pris en compte quelques revendications de l'opposition togolaise. C'est aussi la première fois que la diaspora togolaise votera suite à une loi votée le 5 novembre dernier. Plusieurs partis d'opposition et de responsables de la société civile, dont les évêques du Togo, ont demandé le 13 novembre dernier la suspension du processus électoral et l'ouverture d'un dialogue avec le pouvoir pour permettre la recomposition de la Cour constitutionnelle, l'établissement d'un fichier électoral fiable et le réaménagement de la commission électorale. Le président Faure Gnassingbé, au pouvoir depuis 2005, après avoir succédé à son père, devrait être candidat à un 4e mandat, malgré de nombreux appels de l'opposition à la démission. Début mai, les députés togolais avaient voté une révision constitutionnelle qui permet non seulement au président Gnassingbé de se représenter en 2020 et 2025, mais aussi de bénéficier d'une immunité à vie pour les actes posés pendant ses mandats présidentiels. Ces dernières semaines, plusieurs associations proches de l'Union pour la République, le parti au pouvoir, ainsi que certains cadres de ce parti, ont ouvertement invité le président Faure Gnassingbé à briguer un 4e mandat. Un nouveau drame s'est produit dans une mine d'or située au nord de l'Afrique du Sud. 4 mineurs portés disparus vendredi ont été retrouvés morts. C'est l'annonce faite par le syndicat national des mineurs du pays. Ils étaient portés disparus depuis vendredi dans une mine située dans le nord de l'Afrique du Sud. Les espoirs de les retrouver à plus d'1 kilomètre de profondeur étaient très faibles. Les équipes de secours avaient perdu tout contact avec eux depuis samedi matin, quand l'un d'eux avait expliqué qu'il suffoquait. La dernière personne à qui nous avons parlé disait « Nous suffoquons, apportez-nous de l'oxygène », a précisé le président du syndicat national des mineurs. Selon les secours, il faudrait 3 à 4 jours pour porter assistance aux mineurs, compte tenu des énormes rochers qui continuent à s'écouler dans la mine. Mais les 4 mineurs ne reverront plus la lumière. Ils ont été retrouvés morts, précise un communiqué de leur syndicat. Une 5e personne grièvement blessée dans l'éboulement souterrain a pu être secourue dès vendredi. Elle est actuellement hospitalisée. Les accidents miniers sont fréquents en Afrique du Sud, qui possède les mines les plus profondes au monde. En 2018, 81 personnes sont mortes dans les mines du pays, selon le ministère africain en charge du secteur. Et en Asie à présent, on évoque ce défilé, c'était ce dimanche, dans les rues de Hong Kong, d'une immense foule de militants pro-démocratie. Le but était de marquer l'anniversaire des 6 mois de contestation. C'était aussi l'occasion de laisser une dernière chance aux autorités pour qu'elles répondent aux revendications des manifestants. Des centaines de milliers de personnes ont convergé dimanche en après-midi vers l'île de Hong Kong pour participer à ce rassemblement le plus important depuis des mois. Cette manifestation s'est déroulée 2 semaines après le triomphe des candidats pro-démocratie lors des élections locales du 24 novembre, qui est venu démentir l'affirmation des autorités selon laquelle la majorité silencieuse s'opposerait aux manifestants. Nombre de manifestants exprimaient leur colère à l'égard de Pékin et de la chef de l'exécutif hongkongais, Carrie Lam, qui continue de refuser d'accéder à des demandes renforcées par la large victoire électorale des pro-démocraties. La police a autorisé ce rassemblement organisé par le Front civique des droits de l'homme, CHRF. D'après l'un des responsables de ce front, c'est la première chance donnée par le peuple à la chef de l'exécutif Carrie Lam. Le CHRF, qui prône la non-violence, avait organisé les grandes manifestations de juin et juillet. Le rassemblement de dimanche s'est déroulé alors que se tient l'anniversaire lundi des 6 mois de mobilisation. Celle-ci avait débuté avec une manifestation considérable le 9 juin contre un projet de loi qui visait à autoriser les extraditions vers la Chine et qui a depuis été enterré. De nombreux forums en ligne utilisés par les protestataires appellent à marquer ce lundi cet anniversaire par une nouvelle action de blocage de grande ampleur des transports en commun en cas d'absence de réponse de l'exécutif local. Mais aucun signe ne laisse présager un changement de position de Carrie Lam.
Du Nobel à la Cour pénale internationale. Il y a des accusations de génocide qui pèsent sur Aung San Suu Kyi. L'ancienne championne de la démocratie en Birmanie est désormais dans le viseur de la Cour pénale internationale. Elle est décidée à la surprise générale de tous à faire face elle-même au tribunal de l'ONU à La Haye. Voici les détails dans ces images. Les partisans de Aung San Suu Kyi impriment des t-shirts, organisent des rassemblements et s'inscrivent même à des voyages VIP organisés à La Haye pour montrer leur soutien. Les partisans politiques et même certains groupes armés rebelles ont redoublé d'efforts pour soutenir la dirigeante dans une Birmanie où les Rohingyas suscitent peu de sympathie et sont largement considérés comme des immigrants illégaux. Pourtant, à l'étranger, en particulier en Occident et dans le monde musulman, la dame de Rangoon, autrefois saluée aux côtés du Mahatma Gandhi et de Nelson Mandela, est perçue comme l'apologiste d'une entreprise militaire meurtrière visant à anéantir les musulmans rohingyas du pays. De multiples récompenses lui ont été retirées, ainsi que sa nationalité canadienne. Le spectacle de Suu Kyi défendant sa nation devant un tribunal pourrait être bénéfique chez elle, mais il risque de porter un coup fatal à ce qui reste de sa réputation internationale. Au nom de 57 pays musulmans, la Gambie appellera la CIJ le 10 décembre à annoncer des mesures provisoires pour empêcher tout nouveau génocide en Birmanie. Pour rappel, quelques 740 000 Rohingyas ont fui dans des camps au Bangladesh, emportant avec eux des témoignages de meurtres, de viols et d'incendies criminels généralisés, des exactions que des enquêteurs de l'ONU ont qualifiées de génocide. Mais la Birmanie affirme que les opérations visaient des insurgés et insiste sur le fait que les allégations d'abus font actuellement l'objet d'une enquête par ses propres comités. Au Bénin, à présent, les actes du colloque protection de l'enfant dans le pays, des tests aux réalités qui s'est tenu les 12 et 13 juin dernier, ont été présentés aux hommes des médias par l'ONG Changement Social Bénin. La présentation est suivie d'un vernissage de l'exposition photo consacrée aux enfants des rues de Lucie Apart. Reportage. En marge de la célébration du trentenaire de la Convention internationale aux droits de l'enfant, l'ONG Changement Social Bénin, la Maison de la société civile et la chaire UNESCO des droits de la personne humaine et de la démocratie ont fait le bilan du colloque sur la protection du droit de l'enfant au Bénin, des tests aux réalités. Le dit colloque qui s'était tenu les 12 et 13 juin dernier avait pour but, entre autres, de faire la radioscopie des maux qui menacent la sécurité des enfants au Bénin, de dresser l'état des lieux des instruments juridiques et institutions de la chaîne de protection de l'enfant. Cette radioscopie et cet état des lieux devraient nous permettre de formuler des recommandations, aussi bien à l'endroit du gouvernement qu'à l'endroit des partenaires techniques et financiers, pourquoi pas, devrait permettre aussi à la société civile de prendre des résolutions pour que nous puissions engager des actions selon le degré de priorité en vue d'une meilleure protection de l'enfant au Bénin. La synthèse générale des travaux a été présentée dans les actes du colloque, un document de 192 pages édité par l'ONG Changement Social Bénin. Dans la recherche de solutions, pour obtenir la hausse du budget alloué aux secteurs sociaux, il est proposé une meilleure mobilisation des ressources internes, une bonne gouvernance et une capacité plus grande à consommer les crédits disponibles. La mise en place d'un fonds national de protection de l'enfant a été fortement suggérée avec la tenue d'une base de données budgétaires actualisée par un ministère sectoriel et rendue disponible. La présentation des actes du colloque sur la protection du droit de l'enfant au Bénin, des tests aux réalités, est suivie d'un vernissage de l'exposition photo consacrée aux enfants des rues de Lucie Apart. Et c'est avec ces images que nous bouclons ce journal. Merci de votre attention. Restez fidèles au programme de votre télévision Sika TV. Au revoir.